Le 10 décembre dernier, le Conseil supérieur du notariat présentait le bilan immobilier 2020 à l'issue d'une année si particulière, marquée par une crise pandémique et une crise économique qui ont, lors des 2 confinements, empêché les visites d'appartements et de maisons et les signatures de vente physiques chez les notaires. Imo Week, le podcast. Pour nous présenter ce bilan immobilier 2020, maître Frédéric Violo, notaire à Caen et président de l'INDI, l'Institut notarial de l'immobilier, l'un des 6 instituts du Conseil supérieur du notariat. Oui, absolument. 6 instituts qui se répartissent un domaine d'expertise sur les matières de prédilection du notariat. Et en ce qui me concerne, donc je suis chargé de travailler sur les questions immobilières au sein de notre institut. Donc ça concerne des sujets très techniques qui sont propres à notre pratique, et puis ça concerne aussi l'étude du marché, la conjoncture immobilière, et ça donne lieu à l'établissement 4 fois par an d'une note de conjoncture trimestrielle, et puis d'un bilan de fin d'année qu'on a présenté donc tout récemment au Conseil supérieur le 10 décembre dernier. Voilà, et c'est sur ce bilan immobilier que nous allons dialoguer ensemble, si vous le voulez bien. 2020, une année un petit peu particulière qui a été marquée par la crise pandémique et économique, 2 confinements qui ont empêché notamment les visites d'appartements et de maisons, et également les signatures de vente physiquement chez les notaires. Pourtant, malgré cela, on peut dire, d'après ce que vous nous avez expliqué, maître Violo, il n'y a pas eu de grosse chute du nombre des transactions. On en compte 990 000 sur l'année 2020, en tout cas dans l'ancien. Comment est-ce que vous expliquez tout cela ? Alors nos chiffres ne sont pas encore tout à fait arrêtés, mais effectivement, si on fait une projection de l'indicateur avancé des avant-contrats, c'est-à-dire des promesses de vente et des compromis de vente qui ont été répertoriés par les notaires, on devrait approximer 990 000 transactions. Si je fais une comparaison avec l'année précédente, on est à peu près à 5% de moins que ce qu'on a pu constater l'année dernière, qui était une année très très forte, puisque on est sur des volumes qui sont en constante augmentation depuis 2015 à peu près. Alors il y a effectivement une certaine surprise, parce qu'on aurait pu penser que, notamment sur le premier confinement, l'activité immobilière s'étant quasiment arrêtée pendant près de 2 mois, on soit sur une année de 10/12e d'une certaine manière. Mais on constate qu'il s'est passé un rebond technique assez important, c'est-à-dire un effet de rattrapage de tout ce qui ne s'est pas fait pendant ces semaines-là sur les mois d'été. Et je crois que le volume que nous pouvons affirmer sur cette fin d'année témoigne aussi d'une certaine confiance de la population dans le marché immobilier, dans son côté sécurisant, et ça lui donne une résilience qu'on a pu constater encore sur les dernières semaines. Est-ce qu'il y a quand même un effet confinement ? On a beaucoup parlé, après le premier confinement notamment, de l'attrait des extérieurs, notamment d'un départ aussi des grosses métropoles vers des villes plus petites. Est-ce que vous le constatez, ça ? Alors, on a constaté un déplacement des volumes. On était très sensible sur le premier confinement, là encore, à des réactions qui étaient très vives de certaines personnes qui effectivement se sont retrouvées coincées chez elles dans des appartements qui leur ont semblé tout à coup un peu exigus. Bon, surtout que c'était une période de l'année qui était particulièrement propice à cela. Il faisait relativement beau. Bon, on n'a pas ressenti ça sur la durée. On peut pas dire que tout le monde a eu envie de quitter son appartement, mais force est quand même de constater que quand on regarde l'évolution des volumes, pour prendre le cas très particulier de l'Île-de-France et de Paris, on a cette impression que les volumes parisiens, je veux dire de Paris intramuros, se sont un petit peu étiolés au profit de la province. Et si on raisonne encore un petit peu plus loin que ce centre, si on prend un peu de hauteur, si on dézoome un petit peu tout ça, on s'aperçoit que même sur les volumes Île-de-France, on est revenu à des seuils qui sont à peu près équivalents à ceux de l'année 2016. Sur l'Île-de-France en 2020, on devrait totaliser environ 152 000 transactions. On était à 158 000 en 2016. Et pour vous donner là encore un point de comparaison avec les années antérieures, en 2019, on était aux alentours de 178 000 transactions. En 2018, 169 000. Donc, si je fais une simple comparaison annuelle des volumes Île-de-France 2020 versus 2019, je suis quand même à moins 14,7%. En volume, là où je suis, à moins 3% pour la province, ce qui me donne un total France entière de 5% de baisse. Voilà. Donc il y a effectivement un décrochage constaté sur l'Île-de-France sur cette année en particulier.
Du mouvement donc au départ de l'Île-de-France, mais peut-on également parler de changement dans les usages ? Maître Violo nous expliquait lors du rendez-vous du 10 décembre dernier au Conseil supérieur du notariat que l'on ne pouvait plus parler aujourd'hui de résidence principale et de résidence secondaire pour ceux qui ont la chance de posséder 2 logements, mais qu'aujourd'hui il fallait parler de 2 lieux de vie. Cela est dû à quoi ? Essentiellement au développement du télétravail ? Oui, alors la notion de résidence secondaire est souvent employée notamment par les pouvoirs publics de manière un peu extensive, c'est-à-dire que par définition, on a souvent une assimilation qui consiste à dire que la résidence secondaire, c'est tout ce qui n'est pas une résidence principale. Donc c'est vrai que ça trouble un petit peu l'appréciation. En réalité, quand on regarde l'évolution des volumes et l'origine géographique des acquéreurs par région, on se pose la question de savoir, quand quelqu'un achète par exemple en Normandie, quel est le pourcentage de personnes qui achetant en Normandie habitaient déjà en Normandie préalablement à cet achat, et quel est au contraire le pourcentage de personnes qui elles viennent de l'extérieur. On s'aperçoit qu'il y a un petit déplacement autour de l'Île-de-France. Je suis en train de vous retrouver les chiffres sur ce sujet. Je reprends mes petites notes, mais on est en variation de part des acquéreurs locaux sur un an. On s'aperçoit que sur la Normandie, il y a 3% de moins de locaux que l'année précédente. Sur le centre Val-de-Loire, c'est moins 2%. Sur la Bourgogne, la Franche-Comté, c'est moins 2%. Donc on voit bien qu'il y a un petit déplacement qui s'est opéré tout autour de Paris sur, en tout cas, une partie sud et ouest de l'Île-de-France. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est ce qui va me permettre de répondre à votre question, ça ne veut pas dire pour autant que les gens ont décidé de vendre leur résidence principale en Île-de-France pour s'installer définitivement. C'est plutôt un nouvel attrait de la résidence secondaire qui reprend un petit peu de couleur, puisqu'elle était jusqu'à présent plutôt en baisse en termes de volume, et on a cette impression effectivement que le télétravail a rendu peut-être certaines choses possibles et qu'on se dit qu'on va peut-être davantage pouvoir partager sa semaine entre 4 jours en Île-de-France et 3 jours un petit peu plus loin. Voilà, c'est une tendance qui semble se confirmer, qui n'est pas seulement une réaction un petit peu énergique au premier confinement. Il y a certainement des choses qui sont devenues possibles et les gens qui se rendent compte que finalement on peut peut-être s'organiser pour travailler comme ça. Alors, on verra l'année prochaine si cette tendance-là se confirme. Aujourd'hui, en tout cas, en termes de volume, elle est initiée. Mais en tout cas, on peut pas parler d'exode des métropoles. Non, c'est un terme que j'ai volontairement employé lors de la conférence de presse. Voilà, c'est certainement pas trop aller dans le sens du verdissement. C'est une expression qu'on avait employée aussi. Il n'y a pas d'exode urbain. Les gens sont pas dit massivement. Finalement, l'Île-de-France c'est pas fait pour moi. Allez hop, je pars me mettre au vert. Non, c'est plutôt des évolutions de mode de vie. Alors encore faut-il pouvoir se le permettre. Donc on est déjà aussi sur une réaction qui est quand même encadrée, ne serait-ce qu'en termes de pouvoir d'achat. Mais voilà, c'est cette espèce de prise de conscience du télétravail, je crois. Même si en réalité vous avez bien entendu des grandes entreprises qui organisent des bureaux en nomade et du télétravail depuis très longtemps. C'est simplement qu'ici il y a beaucoup de PME qui l'ont subi, puis qui petit à petit se rendent compte que finalement c'est une chose possible. C'est ce qui se passe à titre personnel dans mon étude. On n'avait jamais eu de réaction de réflexion conceptuelle sur le télétravail et on est en train d'y réfléchir parce qu'on s'aperçoit que ça peut répondre à un besoin et ça peut tout à fait se gérer. Un mot, Maître Violo, si vous le voulez bien, sur les villes qui attirent aujourd'hui. Je pense à Bordeaux qui attirait beaucoup en 2019. Est-ce que ça se calme ? Est-ce que d'autres villes prennent le relais ? Alors, Bordeaux, ça se calme. Vous avez raison. On s'était très très longuement penché sur l'évolution des prix à Bordeaux qui ont augmenté d'une manière absolument prodigieuse ces dernières années. Quand je regarde l'évolution des chiffres sur Bordeaux, je m'aperçois que sur 10 ans, les prix ont augmenté de 75%. C'est quand même pas banal. On avait d'ailleurs entendu beaucoup dire que c'était un exode massif de Parisiens vers Bordeaux du fait de la création de la ligne TGV, etc. En fait, on a creusé cette question-là avec nos statisticiens et on s'est aperçu que c'était pas un problème d'origine géographique. Il n'y a pas plus de Parisiens à Bordeaux qu'il y en avait il y a 10 ans en proportion. C'est en revanche, ce sont les catégories socio-professionnelles qui s'installent sur Bordeaux qui, elles, ont évolué et qui ont contribué à ce que les
les prix puissent effectivement augmenter. Alors sur Bordeaux, la situation se tasse, c'est-à-dire que les prix avaient beaucoup augmenté jusqu'en 2018 et là on est sur une situation où l'augmentation est en train d'atterrir. C'est un atterrissage de hausse comme on a l'habitude de le dire, mais enfin on est quand même très très fort, puisque Bordeaux se hisse aujourd'hui en ce qui concerne les maisons anciennes, donc je parle de l'agglomération bordelaise, Bordeaux se hisse aujourd'hui au 5e rang en termes de prix, avec une hausse de 4,3% du prix médian, donc c'est pas rien, mais elle se place à ce titre-là derrière Lyon, derrière Toulon, Paris et Nice, qui en termes de maisons anciennes est le premier du classement. Les villes qui ont le vent en poupe et qui confirment en fait leur fort dynamisme en termes de prix sont des villes du Grand Ouest. Je vais vous parler de Rennes et je vais vous parler de Nantes. Rennes se hisse à la 6e place en matière de maisons, donc pour l'agglomération rennaise, avec un prix médian à 350 000 € et une hausse de 7,7% quand même. 7e place, alors qu'en 2010, Rennes n'était qu'à la 9e place. Sur Nantes également, j'ai une hausse du prix médian qui est de 7,7%. Donc qui est relativement plus importante. En ce qui concerne l'évolution des prix médians sur les appartements, la tendance du Grand Ouest se confirme encore plus fort, puisque Nantes se hisse au 5e rang avec un prix médian au mètre carré de 3 580 €, ce qui représente sur un an une hausse de 13,2%. Donc une hausse à 2 chiffres. Même chose pour Rennes, qui totalise 3 170 € de prix médian au mètre carré pour les appartements à Rennes, c'est-à-dire une hausse de 14,4%. Donc les villes du Grand Ouest confirment un très fort dynamisme. Le Grand Ouest de la France donc grand vainqueur en termes d'attrait immobilier pour cette année 2020, mais quid des villes moyennes dont on a dit qu'elles pouvaient sembler un nouvel Eldorado pour ceux qui cherchent une qualité de vie dans des agglomérations moins denses. Maître Frédéric Violo nous parle de celles qui semblent les plus à même d'attirer de nouvelles populations. Oui, alors cette étude des villes moyennes est relativement nouvelle pour nous, donc on la met, je dirais, en miroir d'engagements qui ont été pris par le Conseil supérieur du notariat dans le cadre du partenariat Action Cœur de Ville, et on a mis en place donc désormais un baromètre Action Cœur de Ville, et donc nous mesurons nous au sein de l'INDI l'évolution des prix sur les logements anciens dans les villes de taille moyenne. Et on s'aperçoit que globalement, l'évolution des prix est positive dans la plupart des villes moyennes. C'est le cas sur Saumur, par exemple, Perpignan, Limoges, Auxerre. Des prix en hausse et un pouvoir d'achat un petit peu en baisse corrélativement. C'est-à-dire qu'à mensualité équivalente, aujourd'hui, on achète un petit peu moins de mètres carrés dans ces villes moyennes qu'on pouvait en acheter l'année dernière. Alors c'est une variation qui est relativement faible, mais qui traduit bien quand même un fort dynamisme également sur les villes moyennes. Il n'y a pas seulement que les grandes métropoles régionales qui drainent les prix vers le haut. Les villes moyennes sont un petit peu dans la lignée de ce dynamisme-là, si vous préférez. Pour terminer, Maître Violo, quelle est au sein de l'INDI et plus largement du Conseil supérieur du notariat votre projection pour 2021 en termes d'immobilier ? Alors, compte tenu des volumes des avant-contrats, des compromis, des promesses de vente que nous continuons d'enregistrer aujourd'hui dans nos études, on peut avoir une visibilité sur le début du premier trimestre et sur une certaine inertie liée à ce dynamisme-là, cette résilience. On pense que le premier trimestre va être relativement dynamique, un petit peu dans l'esprit de ce que l'on vient de vivre sur le dernier trimestre 2020. Pour le reste, c'est compliqué de vous donner une posture plus précise. Si les amortisseurs économiques et sociaux qui ont été mis en place dans notre pays, qui ont produit des effets qui sont remarquables, ont contribué à tenir aussi ce marché immobilier, il y a un moment où la bonne santé du marché immobilier peut pas être totalement décorrélée de la situation économique. Donc je pense que si la crise sanitaire se résout relativement rapidement et que d'ici à la fin du premier semestre 2021, on arrive à avoir de bons espoirs de mise en place des vaccins et que l'économie reprend, on pourra considérer que le marché immobilier n'aura pas trop pâti de la situation. Corrélativement à ça, il faut noter les conclusions qui ont été rendues hier par le Haut Conseil.
vous avez peut-être suivi ça, le HCSF, oui, tout à fait. le Haut Conseil de stabilité financière, qui effectivement incite les banques à revoir avec un petit peu plus de souplesse leur capacité à octroyer des prêts immobiliers aux particuliers. Donc ça risque de redonner un pouvoir solvabilisateur aux accédants et notamment aux primo-accédants. Donc tous ces paramètres-là devraient contribuer à ce que le marché immobilier demeure relativement dynamique, mais évidemment il pâtirait d'une situation économique qui s'obérerait davantage sur le deuxième trimestre prochain. Nous referons dans le courant de l'année un nouveau point avec maître Frédéric Violo, président de l'INDI, l'Institut notarial de l'immobilier, au Conseil supérieur du notariat. Nouveau point pour connaître, au fur et à mesure de l'avancement de l'année, la situation du marché immobilier en France. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.